Donc merci beaucoup et bienvenue. Effectivement, ma conférence prend pour point de départ la photographie de Janine Niepce qui a été élue comme œuvre emblématique de cette édition des Journées du patrimoine. Cette photographie où, comme vous voyez, la photographe saisit un moment de complicité entre son père et son fils qui sourit à la lecture d'un album des aventures de Tintin. Ce document témoigne du statut privilégié de l'image photographique pour collecter les souvenirs de famille qui sont réunis dans des albums, transmis au fil des générations, et permet évidemment d'interroger ce statut peut-être de la photographie comme art du partage par excellence. Alors pour commencer, je vais vous dire quelques mots sur l'itinéraire de cette femme, de l'auteur de cette image. Évidemment, Niepce, ce n'est pas un nom anodin pour une photographe, puisque c'est rien de moins que le patronyme de l'inventeur de la photographie. Ici, vous voyez la première héliographie conservée qui a été réalisée en 1826-1827 par Nicéphore Niepce en Bourgogne. C'est avec ce bagage involontaire que Janine Niepce débute sa carrière. Un patronyme donc extrêmement connu. Évidemment, c'est peut-être un atout puisqu'il est difficile d'oublier dans le monde de la photographie un pareil nom de famille, mais c'est peut-être aussi un fardeau pour qui veut se créer son propre nom et exister pour elle-même. En tout cas, Janine Niepce n'est en fait pas l'héritière directe de son illustre prédécesseur, mais simplement une parente éloignée. Revenons donc sur son parcours. Elle est née en 1921 et elle étudie l'histoire de l'art à la Sorbonne pendant la guerre. Elle développe des films pour la Résistance et participe en tant qu'agent de liaison à la libération de Paris. Devenue reporter, elle va parcourir la France pour documenter des sujets de société, puis à partir de 1963, l'Europe et le monde. Elle couvre également les événements de mai 68, mais surtout, elle documente le mouvement des femmes tout au long des années 70. À partir de 1955, il faut bien noter qu'elle travaille pour une agence, l'agence RAFO. Cela lui permet de choisir ses sujets et de les vendre à de potentiels clients, donc des magazines ou des journaux, le plus souvent en amont de la prise de vue. Cette assurance de publier les images limite la prise de risque du travail indépendant et lui permet de travailler avec plus de sérénité puisqu'elle sait à l'avance que ces photographies, a priori, vont effectivement être publiées. Elle est mariée et mère et donc elle ne souhaite pas travailler uniquement pour un seul journal ou un seul magazine, puisque ça pourrait la forcer à voyager trop loin, même si ce choix du travail indépendant n'est pas évident, puisque ça implique également de renoncer au projet d'expédition à l'étranger. Donc toute la première partie de sa carrière se déroule en France et va vraiment façonner son approche au point que lorsque dans une seconde partie de sa carrière elle voyagera à l'étranger, eh bien ces voyages vont la décevoir puisqu'elle se rend compte qu'elle n'a pas le temps de s'arrêter pour aborder des sujets en profondeur comme elle le fait dans son pays natal. Janine Niepce s'inscrit en effet dans la tradition du reportage engagé. Elle suit ces sujets au long cours et elle cherche à échapper à la course effrénée de l'actualité. Elle rejoint en cela l'esprit humaniste des photographes de l'après-guerre et se dit d'ailleurs très proche du travail d'Henri Cartier-Bresson ou de Willy Ronis. Pour elle, chaque photographie doit cristalliser un sujet ou un événement avec éloquence. L'image doit faire preuve de qualité informative et narrative, qui sont évidemment des critères définissant une bonne photographie de reportage. Mais elle est surtout à la recherche d'émotions qui, je la cite, passent de mon cœur à l'image, dit-elle. Donc voilà, une recherche d'émotions qui prévaut tout au long de sa carrière. Elle se dit aussi inspirée et profondément marquée par l'exposition The Family of Man, qui est justement le grand moment de cristallisation de l'esprit humaniste de l'après-guerre. Cette exposition a été imaginée par le conservateur Edward Steichen au Museum of Modern Art de New York, et elle connaît vraiment un très grand succès. Elle voyage dans le monde entier. Les photographies à l'intérieur de cette exposition ont pour mission de montrer ce qui rassemble les hommes et les femmes de par le monde au-delà des différences culturelles et des limites géographiques. Elles sont rassemblées autour de grands thèmes fédérateurs comme par exemple la famille, les enfants, la préparation du repas. Cette optique universaliste souligne l'humanité commune à toutes les personnes représentées, quelles que soient leurs origines, et la photographie est pensée comme un langage universel qui permet à tous de communiquer,
puisque chacun peut regarder une image, que l'on parle japonais, espagnol ou chinois. Cette approche universaliste sera remise en cause dans les années 60. Elle suscitera la réserve de plusieurs critiques comme Roland Barthes et Susan Sontag. Pour eux, le regard humaniste se nourrit de stéréotypes sentimentalistes. Mais il faut savoir qu'après la guerre, cette photographie humaniste participe vraiment de l'espoir de reconstruire un monde de paix où les hommes seraient moins divisés et comprendraient d'abord ce qui les unit. Cette grande exposition fondatrice inspire donc Janine Niepce et lui donne notamment envie de présenter ces images sur des murs et non plus seulement dans la presse, en trouvant donc un nouvel espace d'expression plus libre. Et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de photographes qui estiment que le format du livre et de l'exposition donne l'occasion d'imposer une signature et une vision en proposant leur propre choix d'images. Et effectivement, Janine Niepce va présenter de nombreuses expositions de son travail et publier plusieurs livres. Donc ici, vous voyez une sélection avec des monographies, des livres thématiques, par exemple sur Paris, ou sur son travail sur le mouvement des femmes. Voilà un petit aperçu. Alors la photographie qui était choisie pour illustrer les journées du patrimoine à l'INHA s'inscrit dans cette perspective humaniste que je viens de présenter évidemment. C'est l'image d'un moment privilégié de la vie familiale auquel le spectateur peut s'identifier et qui doit susciter l'empathie. Elle s'inscrit aussi dans la tradition des photographies de famille auxquelles tout un chacun peut se rattacher. Janine Niepce explique qu'elle est inspirée par son expérience de la maternité. Donc je la cite, « Voir le développement de la sensibilité, de l'intelligence, du caractère d'un enfant est une découverte inoubliable. La photographie m'a été précieuse pour saisir et conserver ces instants. » Évidemment, c'est le cas ici. Son fils, que vous voyez ici, va devenir médecin et alpiniste. Et il meurt en 1980 en effectuant l'ascension de l'Himalaya. Ce qui donne évidemment peut-être encore plus de valeur à cette image pour la photographe d'un point de vue personnel. C'est d'ailleurs cette photographie qu'elle sélectionne pour illustrer la couverture de son livre de 1995, Images d'une vie. C'est une somme monographique où elle interroge son propre parcours qui est évidemment placé dès la couverture sous le signe de la transmission. Alors dans cette photographie, l'auteur n'apparaît pas, même si évidemment elle est le trait d'union qui relie ces deux personnages, c'est la génération manquante, le regard qui donne tout son sens à cette scène. On devine à l'arrière-plan dans le flou un jardin et au premier plan se déploie l'album de Tintin, monument de la littérature jeunesse, mais pas seulement, puisque, comme le dit le slogan, on peut le lire de 7 à 77 ans. Et là, la photographie est vraiment l'illustration parfaite de ce slogan. La présence de ce livre, qui est très populaire, ajoute au côté familier de la scène. Au centre, le profil rieur de l'enfant et le visage mobile de son grand-père qui semble suspendu entre deux phrases. Donc c'est vraiment un moment de partage que la photographe a su cristalliser. Un partage au sein d'une famille entre plusieurs générations, mais aussi, comme vous le disiez, un partage par la lecture. Cette photographie n'est pas isolée dans la production de la photographe. En fait, elle est assez représentative d'une partie de son travail et ce facteur explique en partie son choix, évidemment, de la mettre en couverture de son livre. Il existe par exemple une image prise la même année qui forme comme un pendant deux enfants dans un jardin qui entourent cette fois leur grand-mère qui lit le même album de Tintin. Alors, est-ce une mise en scène? A-t-elle fait toute une série d'images sur ce sujet? Peut-être pour leur qualité illustrative. Difficile à dire. En tout cas, cette image n'a peut-être pas la même intensité que sa consoeur, puisque les expressions sont moins saillantes. Et ce n'est pas le cas de d'autres photographies sur le même sujet que je vous montre. Donc ici, une photographie prise l'année suivante. 4 enfants se penchent cette fois-ci sur le journal de Mickey, avec à l'arrière-plan la façade hiératique d'une école communale, à laquelle ils tournent royalement le dos, comme dans un pied de nez. C'est peut-être trop beau pour être vrai. Peut-être que la photographe leur a demandé de s'installer à cet endroit, on ne sait pas. Dans tous les cas, ils semblent véritablement, sincèrement absorbés par leur lecture. La scène rappelle le Paris des enfants, empreint de pittoresque et de nostalgie qui fit le succès d'un Doisneau ou d'un Bouba.
3 ans plus tard, dans cette photographie, le cadrage en gros plan détaille davantage l'expression des visages. L'un des enfants, donc le deuxième en partant de la droite, regarde le haut de la page, ou peut-être la photographe, on ne sait pas. Et juste à côté de lui, tout à droite, vous voyez le masque d'un camarade qui crée un décalage saisissant. Les yeux vides du masque contrastent avec l'animation des regards de ces 5 enfants. Comme ses collègues humanistes, Janine Niepce aime saisir des scènes de la vie quotidienne et tout particulièrement les jeux d'enfants. Elle a le goût de l'insolite et de la surprise. Présentée donc en couverture de son livre, cette image est un manifeste de la vision de la photographe et de son approche de son art. Elle témoigne en effet du statut privilégié de l'image photographique pour collecter les souvenirs de famille bien sûr, mais aussi pour transmettre des émotions. Alors à ce stade de la présentation, on peut donc se poser cette question. La photographie n'est-elle pas l'art du partage par excellence ? Je pense qu'on peut y souligner 2 aspects. Donc d'abord, un art du partage, puisque une photographie, c'est toujours le fruit d'une rencontre entre le photographe et son sujet. Une rencontre qui peut se transformer en échange par le dialogue et par l'image. Et cette dimension de rencontre est d'autant plus prégnante aujourd'hui avec l'essor des pratiques collaboratives qui redessinent les relations entre photographes et personnes photographiées. Là où le photographe était celui ou celle qui prenait l'image dans un rapport de force qui parfois peut être assez violent, tout le monde a fait l'expérience d'avoir peut-être photographié quand il ou elle ne le souhaite pas, une forme de sensation de vol qui peut être assez difficile à vivre, eh bien les photographes engagés dans l'art collaboratif essayent de contourner ce problème en donnant un rôle égal au sujet, c'est-à-dire aux personnes qu'ils photographient, en leur proposant de co-créer l'image. Et cette relation, donc évidemment, d'échange qui peut se jouer au moment de la prise de vue, elle existe aujourd'hui de façon assez éclatante dans les pratiques collaboratives, mais ça fait bien longtemps qu'elle est au cœur de la pratique de nombreux photographes, et notamment des photographes humanistes qui créent des images souvent façonnées par l'intimité, la confiance, et là l'exemple est tout à fait parlant, je trouve. Ensuite, la photographie est aussi un art du partage puisqu'elle est reproductible, donc diffusable. Diffusable en très très grande quantité. En économie, on dit que la photographie est un bien caractérisé par son usage collectif et sa non-rivalité. Ça veut dire tout simplement que si moi je regarde une photographie, cela ne vous empêche pas vous aussi de la regarder. Alors que si vous mangez une pomme, cela m'empêche de la manger. Si vous vous asseyez sur un fauteuil, je ne peux pas m'asseoir sur ce même fauteuil. Tandis qu'une photographie, voilà, on peut la regarder ensemble. C'est la non-rivalité. Alors en réalité, ce partage a des limites puisque le droit d'auteur encadre la diffusion des images pour permettre de rémunérer les créateurs. Néanmoins, la photographie peut être rangée parmi ce qu'on appelle les biens communs de la connaissance, une forme de patrimoine de l'humanité qui appartient à tous et qui façonne notre mémoire collective. Et ça, c'est particulièrement vrai d'une autre partie du travail de Janine Niepce, sur laquelle je vais revenir à présent. Ces images constituent aujourd'hui une documentation précieuse sur l'histoire du mouvement des femmes en France. Janine Niepce est une adhérente de l'association Archives du féminisme et elle s'engage pour transmettre cette histoire qu'elle a largement documentée. Donc un petit exemple ici. L'une de ces images apparaît sur la couverture d'un livre qui revient sur l'histoire du planning familial. Donc ces photographies continuent d'être reproduites pour illustrer les luttes des femmes et donc elles façonnent la mémoire de ces combats et elles en portent encore aujourd'hui les espoirs. Maintenant, je vais vous parler de la dimension féministe du travail de Janine Niepce. Donc, c'est une photographe engagée qui, d'ailleurs, d'abord dans sa propre vie, va faire l'expérience des difficultés que peuvent rencontrer les femmes en quête d'autonomie en choisissant le métier de reporter, puisque c'est un monde qui est quand même majoritairement masculin et dont les figures tutélaires sont des hommes, des journalistes héroïques comme par exemple Robert Capa. Alors Janine Niepce commence à s'intéresser à la photographie au cours de ses études d'histoire de l'art puisqu'elle utilise un appareil Kodak pour documenter les œuvres étudiées en cours avant de passer au Rolleiflex et au Leica. Son père, qui l'avait d'abord encouragé à s'inscrire en pharmacie, voit d'un très mauvais œil cette vocation naissante de photographe.
il lui conseille plutôt de se marier, car des photographes professionnels lui disent que ce métier ne convient pas à une femme. Et plus tard, Janine Niepce, lorsqu'on lui fera ce genre de remarques, répondra, donc je cite, « Un enfant pèse plus lourd que le matériel de reporter, le travail ménager est aussi fatigant que ce métier dur. » Donc on voit que Janine Niepce a vraiment une réflexion féministe et s'impose dans un monde qui n'est pas toujours ouvert aux femmes. Alors une fois engagée dans cette voie professionnelle, elle va évidemment gagner en indépendance, voyager, travailler partout en France. Parfois on lui demande, quand elle arrive pour un reportage, « Où est votre mari, le photographe ?» puisqu'on ne s'attend pas à ce que ce soit elle la photographe qu'on a engagée pour une commande. Et donc elle doit sans cesse imposer sa légitimité en tant que femme. À partir de la fin des années 60 et au cours des années 70, elle est aux premières loges pour documenter les revendications du mouvement des femmes et plus généralement l'existence quotidienne des femmes. Elle explique qu'elle peut donner sa propre vision de ce sujet puisque, je cite, « La vie des femmes, je la vis, je la sens différemment de mes collègues ». Et c'est vraiment ici très important dans le contexte du mouvement féministe que de manifester ces expériences et ces combats des femmes, de les rendre visibles. Alors elle va notamment documenter les revendications qui touchent à la sexualité et à la liberté des femmes de choisir ou non d'avoir un enfant. Donc ici par exemple une photographie de 1967, c'est l'année où la pilule contraceptive est autorisée en France. De très nombreuses images des activités du planning familial. Donc c'est des photographies qui ont une fonction pédagogique. Pour les féministes, l'émancipation des femmes doit passer par la prise de pouvoir sur leur propre corps et donc par la connaissance de ce corps, qui est parfois confisqué par le corps médical et qu'elles doivent se réapproprier. C'est ce qu'on voit de façon assez explicite dans cette image. Et également ici. Janine Niepce va aussi documenter l'effervescence des rassemblements collectifs. Donc, par exemple, ici, dans cette fête féministe organisée par le MLF, Mouvement de libération des femmes à Vincennes. Vincennes est un haut lieu du débat d'idées et de la dissidence politique depuis l'implantation du centre universitaire expérimental né de mai 68. Et au même endroit, ici, la figure incontournable de l'auteur du deuxième sexe, Simone de Beauvoir. Elle va également couvrir les revendications pour le droit à l'avortement. Donc l'interruption volontaire de grossesse qui est autorisée en France en 1975 avec la loi Veil. Et c'est l'aboutissement de plusieurs années de revendications qui se cristallisent notamment en 1971 avec le manifeste des 343, c'est des femmes qui déclarent publiquement avoir avorté, puis avec la création du mouvement Choisir la cause des femmes qui est fondé par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi. Ici, vous voyez Gisèle Halimi, qui est une figure de ce mouvement pour la cause des femmes. Et une autre image plus tardive, ici, qui montre une réunion du mouvement. Donc on est après l'année 1975. En fait, le mouvement continue de se battre pour pérenniser la loi Veil et puis pour la parité, permettre une plus grande parité. Il y a notamment une marche qui est organisée en 1979 à l'appel du MLF, à nouveau dans l'idée de pérenniser la loi Veil. Alors quand elle est en 2002, Janine Niepce s'est interrogée rétrospectivement sur son engagement féministe et elle explique ceci. « Les adversaires de ces libertés ont trouvé un moyen redoutable de combattre les féministes. Ils les ont combattus par la caricature, le ridicule, chargeant le mot féminisme d'aigreur, de frustration, d'hystérie. Il est difficile de se déclarer journaliste féministe sans diminuer l'impact des images montrées. » Donc son engagement féministe est une étiquette qu'elle doit défendre en permanence et qui peut être un fardeau, qui peut amener à décrédibiliser finalement son travail. Donc on a vu qu'il n'est pas facile pour elle de s'imposer en tant que femme photographe, mais c'est encore plus dur puisqu'elle photographie la cause des femmes ou d'autres femmes. Il faut donc à la fois légitimer son écriture de photographe et son champ d'investigation, un sujet qui n'est peut-être pas perçu comme noble, c'est-à-dire tout simplement la vie des femmes.
Et ce faisant, évidemment, elle risque de se voir réduite à un simple regard féminin, alors qu'elle prétend évidemment avoir une écriture singulière comme n'importe quel autre photographe. Je cite encore Janine Niepce, « Trop de critiques banalisent et considèrent les œuvres faites par des femmes ou sur des sujets féminins comme apparemment insignifiants ou trop quotidiens. » Donc elle est évidemment très consciente de ces difficultés, qui ne vont cependant pas l'arrêter, puisqu'elle pense que ces images ont un rôle politique à jouer. Alors encore une citation assez marquante, « Le planning familial, les mouvements féministes, les militantes se sont largement servis de mes photographies pour l'extension des droits et le rôle de la femme dans notre pays. C'est ma façon de participer au féminisme culturel. Puisse l'histoire des femmes être plus largement divulguée pour plus de compréhension et moins d'injustice. » Là, c'est un petit peu le manifeste de Janine Niepce. Et ce credo, finalement, c'est aussi celui des photographes engagés dans d'autres combats. Des photographes qui pensent que oui, les images ont un pouvoir, celui de provoquer la réflexion, de susciter des interrogations. Ce pouvoir, évidemment, est très fragile, il est difficilement mesurable, mais il existe. Et il est porté par des femmes et des hommes mobilisés pour témoigner et faire advenir un monde plus juste. Et Janine Niepce va s'atteler à cette transformation du monde en mettant en valeur des femmes indépendantes qui exercent toutes sortes de métiers non traditionnels, des femmes qui repoussent les limites de ce qui leur est permis d'espérer. Alors à la fin des années 60, elle commence par exemple ici avec un portrait d'une viticultrice conduisant son tracteur. Et par ailleurs, sa petite fille en fait devient ingénieure agronome œnologue. Donc elle est encouragée dans cette idée de documenter les voies professionnelles inattendues que peuvent choisir les femmes par sa vie familiale personnelle. C'est ce qu'elle explique aussi à propos de ce travail. Et ensuite, elle reçoit une commande du ministère des Droits des Femmes pour, là aussi, documenter des métiers inattendus. Donc, un exemple plus tardif avec une femme ingénieure. Pour conclure, l'œuvre de Janine Niepce offre un éclairage percutant pour envisager la photographie comme un art du partage. D'abord parce que c'est une photographe humaniste qui s'attache à saisir l'émotion et la rencontre avec ses sujets, à cristalliser des moments d'échange qui pourraient à leur tour susciter notre empathie en tant que spectateur. Ensuite, parce que c'est une photographe engagée qui place son travail sous le signe du combat et de la transmission pour faire advenir un monde nouveau, en transformant d'abord les représentations et en témoignant des initiatives militantes. Enfin, parce que ces photographies ont façonné notre mémoire collective du mouvement des femmes et l'imaginaire pittoresque de la France de la seconde moitié du XXe siècle, des manifestations politiques à la complicité d'une scène de famille. Je vous remercie.